Voilà, comme je le disais, nous devons maintenant recevoir notre invité matinal qui est déjà donc sur ces plateaux, Monsieur Jose Kimonio. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes très contents d'être avec vous dans cette antenne Goma Direct avec tous les téléspectateurs de Manuel Télévision. Merci pour l'invitation. Comme je le disais à tous les téléspectateurs, vous êtes analyste et chercheur en politique économique, un écrivain également, parce que si vous êtes chercheur, c'est que vous êtes également un grand écrivain. Alors aujourd'hui, nous parlons justement de l'analyse économique, bien sûr, du discours du chef de l'État qui est Joseph Kabila Kabange. Alors, un discours qui a fait couler encre et salive déjà jusque-là. Et la grande question, oui, oui. Je dis merci parce que toutes les réactions jusque-là que j'ai vues, elles étaient des réactions politiques. Mais c'est un discours de politique économique. Alors, merci à vous de m'inviter pour qu'on parle dans cet aspect. Voilà, c'est très important de pouvoir préciser cet aspect économique parce que il y a beaucoup de gens qui regardent en toute chose seulement l'aspect qui est beaucoup plus politique, alors que ce qui serait peut-être important, c'est de voir aussi de l'économie dans les discours du chef de l'État. Alors, économiquement parlant, est-ce qu'il s'agissait vraiment d'un discours qui rendait compte, c'est-à-dire surtout avec cette séquence, la façon de séquencer les temps, cette trilogie temporelle, 1960, 1997 et puis 2018? Il a fait la comparaison, mais c'était un faux pas. Il a comparé la banane à l'avocat, au mangué. Selon l'approche même des chiffres de développement, c'était un faux pas. C'est un bon discours pour les gens qui ne comprennent pas l'économie politique. Quand on parle de 25 millions en 1960, on compare à 3 milliards, à 8 milliards en 2018, ça fait un grand saut. Mais si on s'est rappelé que, si on disait aux gens en 1960, une voiture coûtait 2 dollars, aujourd'hui une voiture coûte 30 000 dollars, une voiture neuve, est-ce que le prix a augmenté? Ça démontre un peu que les gens qui ont travaillé son discours n'avaient pas la maîtrise de la notion politique économique, où ils se disaient que les gens ne pouvaient pas trouver les faux pas dans le discours. Par exemple, il parle de l'évolution sur le plan de l'éducation. Okay. Mais c'est prouvé aujourd'hui que plus il y a l'éducation au Congo, au Zaïre, ça va inversement en corrélation avec le développement. Ça veut dire plus qu'on a des universitaires, plus on est sous-développé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité d'éducation est médiocre. Réellement. Alors, donc, selon vous, cette façon de séquencer le temps, donc cette trilogie temporelle 1960-1997, n'était pas vraiment bonne. Elle n'était pas bonne. C'était pas un bon départ. C'était pas un bon départ. Il pouvait parler de ses 15 ans et faire. Mais quand on a comparé le passé aujourd'hui, c'est une image. En revenant par 1960. 160, c'est une image, c'est une photo très belle, mais il y a tellement de trous dans son explication. Il pouvait faire mieux. Et quand vous dites qu'il pouvait faire mieux, il pouvait faire quoi par exemple? Expliquer qu'on n'a pas bougé. Il pouvait dire depuis 1960, l'inflation, c'est un discours compliqué qu'il voulait faire. Mais il pouvait faire mieux. Mais le résultat, je comprends que ça allait montrer une autre image, qu'on a régressé au lieu de progresser depuis 1960. Mais quelque part, il y a quand même certaines avancées. Par exemple, quand on compare l'année 1990 avec l'inflation à plus de 3 chiffres, 3000% d'inflation, mais qui aujourd'hui a quelque part baissé. Pour ce qui nous capte, certaines personnes peuvent se dire quand même c'est une certaine avancée. Quand on parle également de la dépréciation de la monnaie nationale, qui était à plus de 98% dans les années 90, c'est également quelque chose de très important. Non, c'est enlever le contexte de 90 et aujourd'hui. C'est vraiment enlevé. On n'a pas mis le contexte dans lequel pourquoi la monnaie est tombée. Et juste parce qu'on a contrôlé l'inflation, ça ne veut dire pas qu'il y a un progrès. Ça veut dire qu'on a su maintenir la pauvreté. Aujourd'hui au Congo, avec la macro et tout, on a su maintenir la pauvreté, qui est aussi un standard d'évaluation médiocre. Le taux de chômage, ils n'en ont pas parlé. Le plus important qu'ils devaient parler, c'est le SMIC. C'est l'approche du salaire minimum. Quand vous voyez même, il a donné des chiffres des emplois de l'État, sans savoir, quand vous regardez, vous comparez, c'est comme si le salaire de l'État a chuté de 81 dollars. Bon, effectivement, comme nous avons des chiffres devant nous, par exemple, quand on dit
la plus basse, ou la rémunération la plus basse de fonctionnaires de l'État est passée de 35 000 francs congolais en 2010 à 129 000 francs congolais en 2018, et celui de rang plus élevé des 61 000 francs congolais à 1 400 000 francs congolais. Mais ça, il a laissé, n'a pas dit la valeur en dollars. Et quand vous transformez ça en dollars, ça vous montre que c'est passé de 81 dollars à 80. Ce sont des beaux chiffres. C'est comme si je vous disais en 1990, le salaire est passé de 1 million à 50 millions, sans que je vous dise qu'il y a eu l'inflation pendant ce temps-là. Si les salaires se sont ajustés, c'est parce qu'ils voulaient rattraper un peu le trop d'inflation. Et c'est pour ça que je dis, dans toutes ces années, tout ce qu'on a fait, c'est maintenir la pauvreté. Payer quelqu'un 80 dollars, c'est ridicule. Bon, mais quelque part, quand même, on peut se dire, ben, c'est un résultat plus ou moins probant, parce que quand on regarde les chiffres, quand je vous dis par exemple, des 61 000 à 1 400 000, c'est quand même louable. Vous avez bien dit, vous avez dit quand même. Quand même, bien sûr, parce que on peut dire quand même qu'il y a quelque chose qui est fait. Il y a quelque chose qui est fait. C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver les petits grains de sourire. Et moi, je dis non, s'il faut pleurer, il faut pleurer. On doit se dire la vérité. On doit parler politique économique et commencer à se dire la vérité. On ne doit pas chercher la fleur au milieu de la forêt. Et que donc les analyses qui devraient normalement se faire, ça devrait être normalement des analyses plutôt économiques du discours que les analyses politiques, comme on est en train de le voir partout. Oui, comme on est en train de voir partout, parce que les analyses politiques, c'est difficile. Ça demande, je crois, une certaine notion de comprendre le monde. La politique, c'est facile. Et le danger, c'est quoi? Ces élections, les élections, c'est un marché d'idées, de politique économique souvent. Mais la façon dont on est en train d'aller et les répliques, ça veut dire on parle de souveraineté. Ça veut dire, au lieu de parler de politique économique, on parle de politique qui est tout un théâtre. C'est ça le danger. Moi, j'ai dit aux gens, je ne voulais pas les élections. Je disais, il faut attendre 50 ans. Parce qu'on parle toujours politique. On doit chercher une culture. Je dis aux jeunes, regardez le discours des chefs de l'État. Trouvez-moi le trou. Il parle de politique. Je dis non, vous êtes jeune, pourquoi pas parler de votre poche? Le chômage, il en a parlé du chômage. Il a même parlé de formation professionnelle. Effectivement. Mais quand il n'y a pas, c'est mettre la charrue devant le bœuf. On a ce qu'on paye. On n'a pas investi dans la formation. La qualité d'éducation, elle est médiocre. Ça veut dire, le plus on envoie dans ces fours intellectuels, le plus de jeunes en brûlent. Et c'est prouvé. Les analystes peuvent trouver, ils peuvent faire une corrélation entre l'éducation et le progrès social au Congo. Ça démontre que plus qu'il y a des gens qui vont à l'école d'éducation, plus on est pauvre. Alors, en tant qu'analyste, et puis chercheur également, à quel niveau est-ce que le discours est vrai? Parce que tout ce qui s'est dit, il y a quand même des vraies versions à l'intérieur. À quel niveau est-ce qu'il y a quand même certaines avancées que vous reconnaissez en tant que chercheur et en tant qu'analyste? Le discours est vrai, mais l'évaluation est fausse. Ça veut dire, il a bien dit, le salaire est passé de tel montant à tel montant. Mais la conclusion, elle est fausse, qu'on a eu le progrès. Le progrès, il est plutôt du genre politique. On a eu des progrès politiques. Aujourd'hui, on a des partis politiques qui se battent, qui sont à la télé. On a fait des avancées politiques comparées il y a 17 ans. Mais sur le plan socio-économique, c'est encore 1960. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a plein de choses. Lumumba a dit qu'il n'y a pas de dépendance politique sans qu'il y ait un développement économique, social rapide. Il savait. Mais Lumumba, c'était indécis. Il savait ce qu'il nous fallait, mais il n'avait pas les atouts pour le faire. Mais il demandait aux Congolais de changer. Aujourd'hui, en 60, on avait, je crois, 2-3 universitaires. Aujourd'hui, on en a plein. Mais la différence qu'on a, c'est qu'on a plein de professeurs, on n'a pas de chercheurs. Un professeur, c'est celui qui répète les connaissances d'autres. D'autres, oui. Le chercheur, on n'en a pas, parce qu'on n'a pas investi de l'argent. C'est pour ça que le débat national est un peu, un peu limité. Est très limité. On n'a pas de gens qui peuvent s'engager dans la discussion du XXe siècle. Moi, j'ai la chance parce que je suis exposé. Quand je parle de la pauvreté, c'est au niveau mondial. Mais le discours que je fais au Kenya, je fais au Vietnam, je ne peux pas le faire ici. Parce qu'on doit commencer à zéro. Pour dire que le débat est différent selon qu'on est dans tel ou tel pays ou selon qu'on est dans tel ou tel contexte. Dans le contexte, non seulement ça, le contexte au Congo, on ne la comprend pas, même le mot contexte. Je veux dire le niveau de développement. Au Vietnam, on parle déjà de SMIC, on parle de salaire minimum. Ils comprennent, ils doivent accroître les revenus des individus. Au Kenya,
ils ont un peu passé cette limite, ils comprennent que maintenant ils doivent donner à l'individu les moyens de participer à une économie moderne. Aujourd'hui, le Kenya, vous pouvez aller là-bas prendre des contrats pour les systèmes, je crois, votre network, vos réseaux d'Internet. Technologiquement, ils sont avancés en Afrique, au Nigeria, ainsi de suite. Mais au Congo, on doit revenir à la discussion primaire. Alors, nous allons justement pour cette question. Comment expliquer ces dualismes, par exemple, quand on prend le commande pendant que notre monnaie nationale, donc, lorsqu'on a pris les commandes, notre monnaie nationale était en train de se déprécier et nous tendons vers les élections, on revient presque au même scénario. En tant qu'analyste économiste, comment vous analysez ces phénomènes? C'est-à-dire, on prend les commandes, la monnaie nationale est en train de se déprécier, et pendant qu'on tend vers les élections, il y a également cette monnaie qui se déprécie. Comment vous expliquez ces dualismes-là? Je dis ceci, en économie, il y a plusieurs branches. Ce que vous parlez, c'est le monétariste. Ok. Et c'est ça le faux débat au Congo. Même le dollar se désapprécie. Le problème qu'on a, c'est que la banque centrale, elle est beaucoup plus politique. On doit y mettre des technocrates qui comprennent. Le problème de dépréciation, il est faux. Le problème de l'expansion du crédit, de la création et l'expansion des crédits, c'est ce qu'on a au Congo. On peut contrôler la monnaie, mais si on n'arrive pas à la faire passer aux gens, aux petits commerçants, c'est ça où le problème se pose. Que la monnaie s'apprécie ou désapprécie, ce n'est pas un problème, c'est un faux débat. C'est un symptôme qui démontre une certaine maladie. La question que vous me posez là, c'est une question de parler symptômes. Ok. On doit parler maladie. On doit parler maladie. Maladie, c'est aujourd'hui, la Banque centrale n'arrive pas à créer le crédit. On a parlé de FPI. On voit la liste. Qui a-t-on donné le crédit? On n'a pas donné aux commerçants d'en-bas pour créer la fortune. Alors, il y a également une question très importante, c'est par rapport à la diversification économique. C'est une des politiques qui fait la une de presque tous les ministres ou toutes les couches de la politique. Mais pourquoi est-ce que la diversification n'a pas pu apparaître? Parce que c'est un modèle capitaliste. Le modèle capitaliste, on l'a pris, on est en train d'avaler son marché. On a privatisé en Yougoslavie, mais ça a des conséquences contraires au Congo. Pourquoi dire? Je dis on veut privatiser, on veut diversifier, mais le Congolais n'a pas le moyen de participer à cette diversification. Quand on diversifie, ça veut dire qu'on est en train de vendre aux étrangers qui ont les moyens. Quand vous vendez la Gécamine, personne au Congo aujourd'hui, même s'ils ont l'opulence, l'illusion d'opulence, ils ne peuvent pas acheter les parts à la Gécamine. C'est que cette diversification, on a pris le terme, il est bon. Mais l'application aujourd'hui au Congo ne peut pas se faire sous le terme capitalisme. Dans d'autres termes, il a été vrai avec lui-même quand il n'a pas vraiment parlé de la diversification. Oui, il est vrai, on devrait diversifier, mais pas sous la façon dont on l'a fait, et même pas maintenant. Je dis non, il devait nous dire non. Il y a des secteurs privés qu'on devait garder parce que ça nous donnait de l'argent. On devait plutôt parler de comment accroître les revenus individuels. C'est après ça qu'on va parler de diversification. On n'a pas besoin de l'État pour diversifier notre économie. L'État, son rôle, c'est de créer un environnement dans lequel les gens peuvent commencer des entreprises. Et on a besoin de quoi alors pour diversifier? Donner les gens les moyens de participer au XXe siècle. Ça veut dire si on a les moyens, il faut que l'État puisse intervenir. Donc l'État intervient justement. C'est seulement SMIC. L'État crée un environnement. Il n'intervient pas. Ça veut dire si l'État nous dit on va dans le débat, moi je dis le SMIC au Congo devrait aller jusqu'à 7,50 $ à l'heure. C'est ça. C'est ça l'État, son rôle. Mais le reste, les infrastructures viennent après. Alors quand vous dites 7,50 $ à l'heure, c'est-à-dire il faut multiplier maintenant par 8. Hein, oui. 8 heures de travail et comme ça on voit. Aujourd'hui c'est 5 $ par jour. 5 $ par jour. Et la plupart des Congolais ne le savent pas. On doit aller au niveau où c'est un standard de vie qui équivaut à d'autres pays de notre grandeur. C'est un processus. C'est un processus. Mais ça, le débat doit commencer. On dit en Chine on dit même le plus long voyage commence par le premier pas. Et moi j'ajoute toujours dans la bonne direction. Aujourd'hui on a fait un pas, diversification, 2 pas, ceci, 3 pas. On arrive on revient au repas parce qu'on n'a pas encore commencé dans la bonne direction. Donc la question est de prendre une bonne direction. Une bonne direction, je dis parlons politique économique. Ne parlons pas politique. Politique vient après.
Mettons les Congolais avant le Congo. Ça veut dire quoi? Parlons des revenus de l'individu avant qu'on parle de diversification, de privatisation. On ne doit pas construire un hôpital quand les gens n'ont pas moyen d'aller payer. Ça veut dire qu'on va payer l'hôpital. Et puis quoi? On va privatiser le social. Et puis, non, on doit donner les gens les moyens. Les gens eux-mêmes vont construire des hôpitaux. Alors, nous pouvons maintenant passer à un autre point, c'est parlant du produit intérieur brut qui était donné en termes nominal. Non. Est-ce une bonne manière de donner les PIB ou devrait-il être donné en termes réels? Et c'est ça aussi un autre problème. Ce sont des clichés, des termes clichés qu'on nous donne pour comprendre. Le PIB au Congo, le PIB c'est une conséquence. Et dans le PIB, il y a plein de choses qui ne sont pas comptées. Par exemple, l'échange entre les gens de commerce, je veux dire, informel. Sa structuration même pour savoir quelle est la structure de ces PIB. De ces PIB. Le PIB c'est une conséquence d'une bonne politique économique. C'est pas le bœuf, c'est les conséquences. C'est comme si je te mets un thermomètre, je vois que tu as une fièvre de 82 degrés Celsius. Ces degrés, c'est pas la maladie. Ça vous dit pas si tu es en bonne santé. Hein. Ou si tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, ça te donne des degrés. À partir de ça, on peut se dire, ah, il peut être malade, ou il ne peut pas, ou... Ce sont des suppositions ou des estimations. C'est juste un mesurement de l'état de santé. Mais en conclure, si tu es malade ou pas, c'est un peu trop poussé. Il devait nous parler peut-être de son approche, la dette. On dit qu'on a payé la dette, qui est une très mauvaise approche. Je vous dis que les pays les plus endettés sont les pays les plus riches. Les 5 pays les plus riches au monde sont aussi les 5 pays qui sont les plus endettés. Ouais. Je te répète aux Congolais, la valeur de tous nos ressources, c'est 14 000 milliards. La dette des États-Unis, c'est 21 000 milliards. L'approche qu'on a aujourd'hui, c'est une approche coloniale. Et je dis, maintenant, il est temps qu'on commence à parler du monde en termes global, en termes modernes, si on se veut moderne. Si on doit actualiser un peu le discours. Hein. On ne doit pas un peu. On doit effacer le discours, avoir un nouveau discours. Il ne faut pas dire que le Congo, on doit en faire un pays plus beau. Il faut nous dire en quel terme. Il faut que le salaire moyen devienne ce niveau. L'éducation, combien on doit investir dans notre mission d'éducation pour avoir un bon produit. Il faut le coût des universités. Je veux dans les universités ici, ça vous revient à $200. Non, il faut que les universités commencent à nous coûter 10 000, 20 000 $ pour qu'il y ait un moyen pour payer le professeur, pour que se concentre seulement à enseigner et faire des recherches. Mais d'où va venir les 10 000 $? Un étudiant ne peut pas donner les 10 000 $. Ça veut dire qu'on doit penser comment l'étudiant va s'enrichir. Aujourd'hui, on recrute les policiers. On dit qu'on va recruter 10, 12 000 à 20 000. On devrait recruter les étudiants. On devrait leur donner une bourse. Ainsi minime qu'elle sera, mais au moins ça commence dans la bonne direction. La carotte, pas le fouet. Donc quelque part, selon vous, ces discours doivent être actualisés. Donc même le débat doit être actualisé également au niveau national. Un débat qui ne doit pas seulement se limiter au niveau politique, mais doit entrer dans la politique économique même, donc donner des indications sur la politique économique. Et concrètement, selon vous, c'est où est-ce qu'on doit commencer? C'est dans les universités. C'est le moyen, le centre de connaissances, de débat commence dans le milieu universitaire. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on commence dans les universités, on la pompe dans la cité. Au Congo, ça commence dans la cité et ça va à l'université. Donc, on commence là où on devrait finir. Hein. Oui, et c'est ça le mal. Je dis, dans le monde universitaire, il doit se prendre en charge. Moi, je me dis, je suis universitaire, je parle aussi comme dans la rue, mais c'est mon devoir d'élever le débat. On doit élever le débat. C'est un autre. C'est après, c'est le média. Je condamne le média parce que vous posez des questions faciles. Vous donnez le micro à tout le monde. Posez des questions difficiles, il y a beaucoup qui vont fuir. C'est le média qui supporte cet aspect malsain. Donc, selon vous, il y a aussi une très grande responsabilité qui revient à l'État, donc aux médias, afin de pouvoir relever les débats, afin de pouvoir transformer les débats à travers les différentes questions qui sont également posées. Oui, et l'État vient en dernier lieu. L'État vient en dernier lieu. On doit redéfinir la notion de l'État. Qu'est-ce qu'on veut que l'État fasse? On ne doit pas laisser l'État, qui est un groupe de gens, l'État c'est pas un truc abstrait, qui décide.
on doit prendre les devants, on doit se prendre en charge. Et je dis, il y a deux personnes qui sont en train de nous falloir. C'est l'académique et le média. Les deux poisons. Mais c'est aussi notre faiblesse, autant plus que notre force. Parce que je trouve des jeunes comme toi qui se disent non, on va parler aujourd'hui politique économique. Ça me donne beaucoup d'espoir. Malheureusement, ça peut être une goutte d'eau dans cet océan des idées qui nous manquent. Alors je viens dans le média, j'apprécie votre invitation, mais c'est pour vous dire aussi dans les yeux, élevez le débat. Et ainsi, par vous, je dis aux académiques, au lieu de s'auto-censurer, je dis aux jeunes de prendre le micro et répondre. Et de s'exprimer, donner leur point de vue. Leur point de vue, parler pas politique, mais politique économique. Le problème qu'ils ont, c'est pas un député, c'est leur poche. C'est pas que les revenus de l'État, quand on dit que le budget de l'État est passé de 8 milliards, 10 milliards, ça ne va rien résoudre. Le budget de l'État doit aller jusqu'à 1000 milliards. Et comment on va arriver? Pas par ce modèle colonial de creuser. La richesse numéro 1 au monde, aujourd'hui au XXe siècle, c'est on est en train de la laisser pourrir. Les ressources humaines. Non, l'humain. La ressource numéro 1, c'est l'humain. Aujourd'hui, on la laisse pourrir. Vous prenez la route à Goma, partir à Goma, vous voyez des enfants dans la rue partout. Et ces enfants-là ne vont pas participer au 20e siècle. Au 20e siècle, oublions. Mais c'est eux qu'on devait prendre charge pour qu'ils soient des décideurs de l'humain. Pour qu'ils soient aptes de faire la compétition avec tout le monde. Pas avec les voisins, hein, parce qu'il y a plein de petits pays autour de nous. Mais on doit regarder un monde, la France. On est un grand pays. On est 80 millions estimés. Ça veut dire qu'on doit penser grand, voir grand. Et avoir l'audacité, non pas de rêver, mais commencer à faire grand. Mais dans la bonne direction, qui veut dire parlons politique économique. Et numéro 1, moi je dis, à mon avis, parlons de comment accroître le revenu de l'individu. Oublions l'État. L'État vient en dernier. Ma priorité, quand je parle, c'est l'individu. Pas l'État. Le PIB, oublions. Le PIB, c'est une conséquence. C'est juste un thermomètre. Mais ça ne vous dit pas quelle maladie qu'on a. Effectivement. Alors, disons merci à Jose Kimonyo, qui Merci. est analyste et chercheur en politique économique. Vous aimez plus qu'on puisse vous appeler chercheur. Chercheur. Vous continuez la recherche, c'est toute la vie. Je continue la recherche, je produis, on me paye pour le produit de ma connaissance. Je dis aux gens, j'aime pas enseigner, mais au Congo, on aime bien appeler les gens professeurs. Je dis ça, c'est juste une fonction académique. Je dis, moi, on me paye pour être chercheur. Et j'apprécie ça. Merci beaucoup. Merci Surtout pour votre venue. Merci pour ce partage avec tous les téléspectateurs de Manuel Télévision. Sur des questions également, comme vous l'avez bien dit, c'est des questions non abordées. Parce que le point politique, c'est le point qui a été beaucoup plus abordé, alors que la question très importante, qui est la question économique, n'a pas paru dans les différents débats, dans les différents discours. Et effectivement, c'est un peu ça la spécialité également de la radio-télévision Emmanuel. On essaie un peu de voir également où est-ce qu'on n'a pas touché. Et comme ça, la rédaction ou le programme de la radio vous donne ça comme thématique afin de pouvoir, parce que c'est l'équipe. Donc, c'est pas que je travaille seul, mais c'est toute une grande équipe qui est derrière moi et qui dit voilà, pour cette fois, voilà ce qu'on va prendre. Je te remercie. Alors là, l'équipe. Voilà, là, c'est un remerciement à toute l'équipe de la radio-télévision Emmanuel. Voilà, messieurs, mesdames, juste après notre invité que nous avons reçu, qui est monsieur Jose Kimonyo, chercheur et analyste en politique économique, et avec lui, on a justement analysé un tout petit peu, ou on a analysé vraiment les discours du président de la République démocratique du Congo sur l'état de la nation, mais du point de vue politique économique, pour voir qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était faux. Mais comme nous l'avons entendu, tout était vrai, mais c'était juste une question d'approche. C'était la conclusion était fausse. Une question d'approche et une question de conclusion était fausse. D'accord, mais les discours en soi étaient vrais. Ouais. Alors, nous disons une fois de plus, merci à vous tous qui nous écrivez sur notre numéro WhatsApp qui est affiché sur le bas de vos petits écrans, mais nous vous avions demandé de ne pas appeler pour ne pas perturber. Voilà pourquoi on était en train justement de raccrocher à certains appels, parce que on n'appelle pas, on envoie son message, on pose sa question à l'invité. C'est aussi ça la question d'approche. L'approche est telle qu'il faut envoyer votre message et vous poser votre question qui peut être lue directement à l'invité. Mais quand vous appelez, comprenez que ça risque de perturber un peu l'ordre de l'émission, surtout qu'il y en a qui appellent également, pas pour poser une question, mais
peut-être pour insulter, donc ce qui peut ne pas paraître vraiment bon dans une émission, surtout une émission à caractère scientifique et à caractère très réfléchi. Alors nous disons merci une fois de plus à Olivier Nondo qui est dans notre partie technique. Alors, on va recevoir notre comédien tout de suite, juste après notre invité matinal. Et lui, c'est Kitutu. Je crois qu'il est déjà en pleine préparation, en pleine animation, afin de vous faire régaler. Hein. Vous devez aussi avoir le temps de rire, parce qu'il y a un temps pour tout. Alors, on se retrouve juste après Kitutume, qui va nous prendre, je crois, 20 belles minutes. Et Barthélemy Benda, ça sera donc pour les 10 minutes qui suivent, avec les informations sur les nets, mais également l'expression, afin de voir un peu quelles sont les erreurs que vous commettez à la maison et que vous ne devrez pas peut-être commettre, parce que vous les connaissez, vous les avez apprises depuis l'école primaire, école secondaire et même dans la vie pratique. Alors, on laisse la place à Kitutume et on se retrouve juste après.